Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Tout d'abord, permettez-nous de nous excuser pour les 12 ou 13 minutes de retard que nous accusons avant de commencer ce side event. Et ceci est dû à la mise en place de l'interprétariat et traduction qui va venir dans quelques minutes. Donc on va commencer en français et nos amis anglophones et autres nous aideraient à être patients pour la suite ou bien en attendant la venue et la mise en place de la traduction. Sans tarder, je donnerai la parole au représentant. I'll say it again in English, just to allow to our Anglophone people present here too. We apologize and we are sorry for the delay, and this is just for translation concerns. And as soon as they are going to set the translation, we are going to start. No, we are not going to start. We start now, and our dear participants for other languages have to be a little bit patient with us. Without delay, we are giving the floor to the IFDD representative for the opening of this side event. Le représentant de l'IFDD est invité à prendre la parole. Merci. Merci. Alors, messieurs les représentants de la CEDEAO et du SILS, Dr. Johnson, monsieur Alfari, mesdames, messieurs les experts des États membres de la CEDEAO et du SILS, mesdames, messieurs les chefs de délégation francophones, mesdames, messieurs les négociatrices et négociateurs, mesdames, messieurs les représentantes et représentants des organisations internationales et de la société civile, chers participants, chères participantes, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, et du directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, M. Jean-Pierre Doutoum, pour vous remercier pour votre participation à cet événement parallèle conjoint organisé par le SILS, la CEDEAO et l'OIF. Chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, le succès de la COP22 se mesurera par la nature concrète et réaliste des plans d'action qui seront élaborés pour mettre en œuvre l'accord de Paris et par le niveau de soutien financier exprimé, mobilisé et mis en œuvre au bénéfice des pays les plus vulnérables. Notre événement parallèle sur la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national se déroule donc à une étape cruciale. Le rehaussement de l'ambition est lié à la transformation des CPDN en CDN. Nous devons transformer les CPDN en stratégie, politique et programmes de développement. En filigrane de la nécessité de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre se trouve la problématique des moyens pour y parvenir. Par ailleurs, les pays connaissent des niveaux de développement socio-économique différents, ce qui pose de nombreux défis. Ainsi, certains d'entre eux doivent s'adapter face à des impacts plus néfastes des changements climatiques sur leur territoire sans nécessairement avoir les moyens financiers pour y parvenir. Se posent alors plusieurs questions fondamentales. Comment s'assurer que les pays aient, d'une part, la capacité de stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre sans nuire à leur développement économique et, d'autre part, qu'ils aient les moyens suffisants pour faire face aux conséquences. L'intervention de l'OIF à travers l'IFDD est centrée sur 3 axes majeurs. Un soutien à la préparation et à la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national. Des contributions déterminées au niveau national, on est en transition. Un appui technique aux francophones durant toutes les sessions intermédiaires des négociations sur le climat et le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques. Cet engagement est rendu possible grâce au partenariat avec des organisations régionales comme les vôtres, CEDEAO et SILS, mais aussi avec les réseaux de la francophonie que nous remercions très sincèrement. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici mettre l'accent sur 3 principes essentiels qui seront au cœur de vos travaux cette semaine. D'abord, la nécessité de mettre les vulnérabilités au cœur des discussions pour faire face aux défis de l'adaptation et de la transition énergétique du continent africain. Deuxièmement,
l'urgence de mobiliser des financements adéquats pour le climat afin de soutenir des projets concrets d'atténuation et d'adaptation. Et troisièmement, un engagement de l'ensemble des acteurs pour une action climatique renforcée et accélérée, cohérente et inclusive. Mesdames, Messieurs, plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre les changements climatiques et conscients de la nécessité de mettre en œuvre l'accord décisif de Paris ont accepté de mutualiser leurs efforts pour soutenir les pays ouest-africains. C'est l'occasion pour moi de saluer à nouveau notre partenariat avec les gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest, de même qu'avec les organisations régionales et internationales, dont la CEDEAO et le CILS. Chers partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'OIF, à travers l'IFDD, réitère son engagement à toujours se tenir à vos côtés en mettant à votre disposition l'expertise francophone nécessaire pour accompagner les pays francophones dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci pour votre intervention. J'invite sans plus tarder M. Johnson au nom des SILS et des organisations régionales pour ajouter des éléments à cette introduction du SAD Event. Vous avez la parole, M. Johnson. Yeah, distinguished officials, good morning. We actually have the original statement that we need to present, collated and coordinated in French. So I would allow my colleague to present it in French. And at the end, we will try, if we haven't gotten the interpretation, we'll see how we can give you the ideas in bullet points. So Mr. Afari, representing the SILS, will present the statement that we have put together in French. So Mr. Alfari of Agremet Regional Center, the floor is yours. Ok, merci beaucoup, Dr. Johnson. Donc, au nom du secrétaire exécutif du SILS, je vais présenter les mots d'ouverture de ce Side Event. Messieurs les représentants de la CEDEAO et de l'OIF, Mesdames, Messieurs les experts des États membres de la CEDEAO et du SILS, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les négociatrices et négociateurs, Mesdames, Messieurs les représentants et représentants des organisations internationales et de la société civile, chers participants, je parle ici au nom de 3 organisations sous-régionales ouest-africaines, co-organisatrices de ce Side Event, à savoir la Commission de la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS, en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Suite à l'accord de Paris, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vous être joints à nous afin d'échanger sur la façon dont notre sous-région pourra contribuer à contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius tout en assurant l'adaptation de nos populations face au climat. L'adoption de cet accord constitue Just for your information, the interpretation is on for the Anglophones. Thank you. Ok, je continue. L'adoption de cet accord constitue une avancée décisive dans les efforts mondiaux pour lutter contre les changements climatiques. Aussi, la sous-région salue-t-elle l'entrée en vigueur de l'accord de Paris survenu le 4 novembre 2016, seulement quelques mois après son adoption par la communauté internationale. L'entrée en vigueur de l'accord de Paris, en un temps record, pose la question de la façon dont notre sous-région relèvera le défi de sa mise en œuvre. Il s'agit en particulier pour nos États de nous organiser pour tenir les engagements inscrits dans les contributions déterminées au niveau national CDN. Après révision des actes
des actuelles contributions prévues déterminées au niveau national. Si la finalité première des CPDN-CDN est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'examen des soumissions de la sous-région Sahel et Afrique de l'Ouest montre que la plupart contiennent des objectifs d'adaptation visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements réels ou prévus. Ce choix politique se justifie par le fait que les modalités techniques et le financement de l'adaptation ont été et demeurent la priorité des négociations des pays en développement, notamment sur le continent africain. Mesdames et messieurs, force est de constater que les délais très courts impartis aux pays pour l'élaboration et la soumission des CPDN ne permettaient de prendre que partiellement en compte la question du développement durable dans nos pays. Il devient donc urgent de réfléchir à la façon dont le processus de mise en œuvre des CDN va s'intégrer dans les planifications politiques sectorielles à engager dans nos pays. Il s'agit également d'assurer un financement adéquat aux actions et politiques publiques nécessaires pour l'atteinte des objectifs tant d'adaptation que d'atténuation. Le besoin d'accompagnement des pays de notre sous-région pour l'opérationnalisation de ces CDN et leur mise en compte dans les processus de planification et de budgétisation est donc plus que d'actualité. En matière d'intégration des changements climatiques dans les politiques publiques, le CILS a acquis une compétence unique dans la sous-région. Cette compétence peut être valorisée dans l'accompagnement des pays pour amorcer ce processus d'intégration des CDN dans le processus de planification. Par ailleurs, la mise en œuvre des CDN dans nos pays génère plusieurs défis liés à la gouvernance du processus, à la planification ou au financement à long terme des stratégies d'adaptation et d'atténuation, ainsi qu'au suivi et évaluation du processus à tous les niveaux par le mécanisme MRV, mesure, notification et vérification. Le CILS dispose à cet égard de nombreux outils cartographiques développés précisément à cet effet. Ces outils seront mis à la disposition des pays pour permettre le suivi et évaluation transparente de la mise en œuvre des CDN. La mise en œuvre des CDN suppose aussi la mobilisation des ressources adéquates. La Commission de la CEDEAO a lancé à cet égard un processus ambitieux de renforcement des capacités des États membres visant à faciliter l'accès au fonds climat, incluant en particulier le Fonds vert pour le climat, avec lequel un cadre de collaboration est en cours de finalisation. Mesdames et messieurs, au Sahel et en Afrique de l'Ouest, les sécheresses et inondations plus fréquentes, le déphasage des saisons, l'érosion côtière, la dégradation des terres sont des réalités déjà vécues et impactant fortement les moyens d'existence de nos populations. Au regard des prévisions scientifiques sur l'évolution du climat, nos États doivent se préparer à relever de nombreux défis supplémentaires, en particulier dans les secteurs stratégiques de l'agriculture, de l'eau et des forêts. La communauté scientifique estime, en effet, inatteignable la limite de 1,5 degrés Celsius et peu probable la possibilité de rester en dessous de 2 degrés Celsius. Le rapport très attendu du GIEC en 2018 sur l'objectif 1,5 degrés Celsius nous édifiera sur les scénarios de mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est dire la nécessité de prendre des mesures vigoureuses en vue d'élaborer des stratégies de développement plus conformes aux besoins d'accroissement de la résilience des populations dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu pour nos pays est de maintenir des trajectoires de développement tout en faisant face à une population en forte croissance démographique. Il s'agit en particulier de privilégier des solutions sobres en carbone, porteuses de résilience et susceptibles d'amener un mieux vivre pour nos populations. Le renforcement de la résilience des populations sahéliennes et ouest-africaines appelle à la mise à l'échelle de techniques probantes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cette mise à l'échelle nécessite l'engagement de nos États et de nos partenaires de développement. Elle implique
en effet la mise en œuvre de programmes inédits et ambitieux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mesdames et messieurs, la COP22 est placée sous le sceau de l'action. La forte incertitude sur le climat futur et l'amplitude des effets attendus dans la sous-région du Sahel et d'Afrique de l'Ouest nous interpellent. Ceci doit nous conduire à redoubler d'efforts afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes sahéliens et ouest-africains. Dans notre sous-région, la question de l'adaptation au changement climatique est indissociable de nombreux autres défis de développement. Il s'agit notamment d'agir en tenant compte des caractéristiques démographiques et de l'accroissement de la population. De nos jours, 70% de la population réside en milieu rural et plus de 50% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les activités agro-silvopastorales et halieutiques demeurent au niveau d'une production de subsistance. Il est nécessaire de développer des systèmes plus productifs et durables et mieux intégrés au marché. Au regard de nos mandats respectifs, notre action est un appel renouvelé à l'endroit des États quant à la nécessité de leur engagement fort pour l'élaboration et la mise en œuvre effective de politiques et programmes durables en faveur de la réduction des pauvretés. Nos institutions sous-régionales doivent donc conjuguer leurs efforts pour mieux prendre en charge les conséquences du changement climatique et trouver des solutions adéquates et durables pour gérer l'insécurité alimentaire, la question démographique, la préservation des ressources naturelles. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous visons tous la même cible, à savoir nos populations rurales et urbaines vulnérables. Ces populations attendent de nous des actions fortes et concrètes. C'est pourquoi j'appelle la CEDEAO, l'UEMOA, le CIRS et les autres institutions régionales à renforcer notre partenariat, développer et mettre en œuvre des programmes communs pour améliorer les conditions de vie, les moyens d'existence et la résilience de nos populations face au climat. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à M. Alfari pour ces excellents éléments apportés pour alimenter les débats et enrichir l'objet et le contenu du présent side event. Sans plus tarder, j'invite Stéphane Poufari à faire sa présentation technique sur le cadre général des CDN dans l'accord de Paris. Quelles sont les implications pour nos pays? Stéphane, vous avez la parole. En attendant la prise de parole par Stéphane, j'inviterai l'ensemble des orateurs de Stéphane et ceux qui suivraient à nous faire gagner les 10 ou 12 minutes qu'on a perdues avant le début de ce side event. Stéphane, vous avez la parole. Merci Kamal. Bonjour chers collègues, c'est toujours un immense plaisir d'être ici pour discuter de sujets de mise en œuvre. Vous avez compris qu'on va essayer de s'attacher à essayer de comprendre et de mieux percevoir les défis et les opportunités d'agir au regard de ce défi que constitue pour les pays de la transition entre les CPDN et les CDN et demain les plans d'action qui doivent y être associés. Donc ma présentation va être assez courte parce que finalement on est tous un peu au courant du rappel historique de cette origine des CPDN, mais peut-être pour que chacun se remémore quand même quelques grands éléments. Les CPDN, c'est finalement une nouvelle page historique dans le cadre des négociations climat. À l'origine, le principe fondateur de la Convention était ce principe dit de responsabilité partagée et différenciée. Et historiquement, les pays dits responsables devaient s'engager, eux, à réduire de manière significative, inscrits dans la durée, leurs émissions, pendant que les pays dits en développement devaient se développer sur des trajectoires, si possible, bas carbone, et vers, si possible aussi, une forme de convergence en termes de développement. On sait tous que le premier protocole dit de Kyoto a eu
échec, a été un échec, car non seulement les pays n'ont pas tenu leurs engagements, mais qui plus est, pendant la période, collectivement, nos émissions ont augmenté. Donc, deuxième échec et où, j'ai envie de dire, interpellation collective, a été le débat par rapport à une possible seconde période d'engagement. Et vous savez là aussi que cette deuxième période d'engagement qui existe, mais s'est transformée assez rapidement en une espèce d'engagement dit volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des groupes de pays ont accepté d'aller au-delà et de continuer l'aventure sur une période plus longue, mais que collectivement, on peut dire qu'on a été confronté au défi de la mise en œuvre, à savoir, il n'y a pas eu un accord global qui a engagé de manière significative cette trajectoire de décroissance globale carbone sur laquelle nous nous étions engagés. Et c'est là que l'aventure des CPDN finalement commence. Alors on pourrait remonter dans tout l'historique, mais en allant... Alors hop là, que je ne fasse pas de bêtises avec les slides. Mais l'aventure des CPDN finalement, elle a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a fallu se réapproprier un défi collectif, une ambition collective. Et cette ambition collective, progressivement, par rapport à une foule de divergences historiques et aussi d'interprétation, de compréhension de la nouvelle réalité à laquelle on était confronté, les économies en transition qui émettaient beaucoup de carbone, les pays en développement qui finalement commençaient aussi à émettre beaucoup, les pays développés qui avaient beaucoup émis plus que prévu, et finalement une espèce de désintérêt par rapport à quelque chose qui potentiellement pouvait être contraignant. Finalement, on s'est trouvé dans une espèce d'inversion du processus politique des négociations. Ça ne veut pas dire qu'évidemment le cadre onusien n'est plus là, au contraire, mais que néanmoins, on a demandé à chacun de faire sa copie et d'arriver force de proposition en expliquant ce qu'il pouvait prendre en compte par rapport à l'effort collectif au regard de ces réalités nationales. Alors, normalement, à Durban, pour ceux qui étaient dans la salle, on s'en souviendra, lorsqu'on a eu le dimanche matin la décision avec la phrase de travailler sur cet accord de Paris, finalement, il y avait quand même le principe d'équité qui était là, et le principe de responsabilité n'avait pas disparu, même si le mot était un peu malmené à l'époque. Donc, à partir de là, a commencé cette aventure des CPDN. Mais au début, il faut vraiment avouer que le cahier des charges était quand même assez flou. Et pour ceux qui aussi sont impliqués dans le processus, vous vous souviendrez qu'on a finalement commencé à vraiment dire ce qu'on allait mettre dans les CPDN à Genève l'année dernière, en février de mémoire 2015. Parce qu'il y avait de gros débats. Est-ce qu'on demandait aux pays, aux PMA par exemple, finalement de prendre des engagements, alors ambitieux, je n'ai pas envie de dire ce terme, mais finalement des engagements au regard de leur réalité d'émissions d'aujourd'hui, de leur réalité des émissions de demain, et par rapport à la vulnérabilité dont mes collègues ont parlé, parce que pour moi, pour nous, pour vous, bien évidemment, l'impératif du développement est la priorité africaine, et la priorité plus généralement des PMA. Donc très clairement, c'était quand même quelque chose qui n'était pas aussi simple et aussi compris que cela. Et je me souviens à Genève, on avait eu un débat où justement on a réouvert un petit peu la porte de l'adaptation, qui est devenu un mot moins tabou, moins complexe par rapport à cette approche des CPDN. Alors pourquoi le mot adaptation est rentré dans ce processus des CPDN, même si aujourd'hui, bien évidemment, on est en train de parler de réduction, puisqu'il y a un effort collectif. Alors, il est rentré parce que finalement, et pour ceux qui ont eu les mains dans le cambouis de la mise en œuvre de CPDN, j'en fais de manière très humble partie, puisqu'on a été impliqué dans 7 CPDN, et donc on a eu cette transition entre l'engagement politique et le défi de la mise en œuvre, c'est qu'à un moment donné, pour un pays qui est confronté à un impératif de développement, il est tout à fait logique d'avoir un développement qui puisse être et qui doive être bas carbone, porteur de résilience, donc évidemment prenant en compte le défi de l'adaptation, l'enjeu, avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Et là, vous voyez bien qu'on est dans l'équation complète, à savoir une contribution à l'effort collectif avec la prise en compte des réalités nationales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, que certains CPDN, et dans les discours qu'on a entendus en ouverture, finalement, chacun commence à s'approprier cette approche, de se dire, l'objectif doit être quand même d'avoir cette convergence de développement avec, quelque part, un effort collectif. Et là, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait intéressant, même si c'est un véritable défi dans la mise en œuvre, c'est que finalement, les pays en développement ont vraiment bien joué le jeu. Alors moi, je fais partie des gens très préoccupés parce qu'on fait partie des négociateurs, on fait partie de la mise en œuvre, parce qu'il faut faire attention au défi de l'ambition. Les pays, les PMA, ne sont pas ceux qui doivent prendre l'ambition sur le dos. C'est un fardeau collectif, certes. Bien évidemment, hier, par exemple, on a une concertation francophone. Et très clairement, oui, bien sûr, le Maroc a augmenté dans son CDN l'ambition sur la trajectoire inconditionnelle. C'est bien. Mais attention, chacun doit rester dans sa réalité, sa trajectoire. Et quand on parle d'un État insulaire, d'un PMA ou autre, il y a des impératifs alimentaires, de développement, des pressions urbaines, des pressions sur les ressources, des pressions démographiques et tout bêtement une pression normale, naturelle de développement qui ne doit pas non plus donner un peu le tournis et de se dire je dois être
excellent dans le développement. Non, je dois avoir un développement bas carbone, porteur de résilience, et bien sûr, en faisant cela, je contribuerai à l'effort collectif. Alors, au niveau des grands défis qu'on a ici, vous l'avez compris, c'est ce processus ascendant qui est sur la table. Mais il est doublement innovant. Alors moi, j'ai envie de dire, il est innovant, mais c'est aussi une formidable opportunité. L'accord de Paris n'est pas un accord acquis. Je crois que vous savez tous qu'il y a des grandes échéances électorales, qu'il y a des gros dangers sur l'accord de Paris, et que même si on a mis beaucoup de chiffres qui embêtaient un peu tout le monde dans le préambule, l'accord néanmoins, il va être soumis à des aléas, et on l'a déjà vécu dans le cadre du protocole, il n'est pas contraignant. Il est contraignant moralement, il est contraignant au niveau d'une éthique collective, bien sûr, d'une ambition collective, mais les pays en développement, les PMA, sont confrontés à des défis quotidiens de l'adaptation et de la prise en compte des défis climatiques. Donc cet accord-là, essayons de le voir d'une manière positive. Et je reviens au titre qui, pour nous, est complètement en phase avec notre vision. C'est très clairement pourquoi ce ne serait pas une opportunité pour les pays en développement, finalement, de rendre climato-compatible leur trajectoire de développement. Intéressant. Alors là, pourquoi ? En plus, parce qu'on arrive dans la double équation qui est au cœur de l'accord de Paris, c'est que les acteurs non étatiques, bien sûr qu'ils sont déjà présents depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui que les villes ont commencé à travailler sur le climat, ce n'est pas aujourd'hui que les acteurs, que les institutions internationales ont travaillé sur l'adaptation, l'atténuation, le financement, le renforcement de capacité. Mais néanmoins, aujourd'hui, on compte beaucoup sur ce multi-acteur, on compte beaucoup sur ce pouvoir ascendant. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si on réfléchit bien et qu'on travaille collectivement à cette appropriation de cette trajectoire de développement, finalement, toutes les forces vives d'un pays doivent être autour de la table. Intéressant. Et pourquoi c'est d'autant plus intéressant ? Je vais vous donner 2 exemples très très rapides. Premier, les villes. Notre ami Lucille, ça parlait évidemment du rural ou autre, mais n'oublions pas qu'en Afrique, nous allons, parce qu'on est tous des Africains dans l'âme, nous allons subir une transition urbaine qui n'a jamais été expérimentée par aucune société. Vous allez avoir 40 000 nouveaux urbains par jour d'ici 2050. Donc si vous le traduisez en mètres carrés à construire, en compétition avec les ressources, avec les besoins alimentaires, l'eau douce ou autre, c'est juste un défi complètement colossal. Et chaque jour, l'essentiel des bâtiments qui sont construits en Afrique sont des bâtiments énergivores. Double peine. Vous allez avoir une peine à savoir les gérer aujourd'hui, les gérer demain, avec des besoins énergétiques, des besoins en ressources, des flux de ressources extrêmement complexes. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on parle de ces défis, on doit s'inscrire dans la réalité d'aujourd'hui, mais dans la réalité tout de suite de demain et du très long terme. Et aujourd'hui, dans les CPDN ou les CDN à venir, il y a encore beaucoup d'angles morts, c'est un terme très certainement maladroit, mais je l'assume, d'angles morts qui vont être des verrous de demain. Et tout notre travail à nous, de cette communauté à la fois scientifique, institutionnelle, d'experts, c'est justement d'éviter ces verrous. Parce que ces verrous, je le répète, ça va être une double peine. Non seulement la ville va pénaliser la vie d'aujourd'hui, mais la vie de demain, les compétitions avec l'agriculture, avec une augmentation de la température, des îlots de chaleur, des compétitions alimentaires. Donc tout ça pour dire que si on comprend bien l'exercice des CPDN, ces CPDN, c'est une opportunité. Une opportunité pour réinscrire l'intégralité des approches dans une dynamique d'un développement, et là je reprends les mots de mes précédents collègues, de mesure, notification et vérification. Ça veut dire commencer à s'approprier une culture au-delà du projet, de la mesure, de la performance. C'est un travail colossal, c'est un formidable chantier, c'est pas simple, il va y avoir besoin d'accompagnement, bien évidemment. Je vois mes amis qui me disent « j'arrête quasiment maintenant, je vais me dépêcher ». Donc pour faire la transition sur ce qui est sur la table aujourd'hui, je vais faire un petit clin d'œil en disant « regardez accessoirement le guide des négociations climat publié par la francophonie » qui, de mon point de vue, est un élément que chacun doit s'approprier avec une forte, cette année, innovation graphique qui vous permettra de rentrer dans tous ces processus de manière visuelle. Mais peut-être pour les quelques mots de conclusion, j'ai envie de dire, les CPDN, on doit les prendre en compte au-delà même du cadre des négociations onusiennes. On doit les prendre en compte dans une réappropriation nationale par rapport à une opportunité d'agir. Deuxième chose qui est très importante, et je crois que mes collègues vont en parler ensuite dans la table ronde qui va suivre, c'est commençons à avoir une stratégie de plan d'action. Plan d'action veut dire quoi ? Chaque fois que j'écris quelque chose, chaque fois que j'anticipe quelque chose pour mon pays, je dois me dire comment, pourquoi, pour qui, quand. Ce qui veut dire que je vais graduer dans une temporalité par rapport à des efforts. Il y a des mesures à coût positif immédiat, des mesures avec des contraintes plus ou moins long terme, et on va devoir les anticiper et avoir aussi, si possible, assez rapidement, une approche coût-bénéfice. Aujourd'hui, c'est un chantier qui commence, il faut y aller, parce qu'on va devoir travailler dans la transversalité. C'est un mot que tout le monde emploie depuis des décennies. L'air de rien, aujourd'hui, on en est confronté au défi de la mise en œuvre d'une systémique du développement. Je m'arrête là en disant, au-delà de l'accord de Paris, nous avons un besoin d'ambition, vous l'avez compris, un besoin d'ambition pas simplement parce que nous sommes en train de négocier, mais un besoin d'ambition parce qu'il y a une réalité pour la mise en œuvre des pays qui sont vulnérables,
Et le climat, vous le savez, exacerbe cette vulnérabilité et les défis non gérés deviennent des défis avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Donc, vous avez compris que je suis assez enthousiaste sur le processus des CPDN. Par contre, pour avoir eu les mains dans le cambouis, je peux vous dire qu'il y a un énorme travail à faire. Ce travail, c'est un travail de patience, mais c'est un travail aussi de confiance. Il va falloir que nous organisions une confiance autour de cet objectif commun, au-delà de l'objectif partagé de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais au-delà de confiance, même en termes des acteurs au niveau national. Il faut que cette confiance se mette en place, pas simplement sur le climat, mais pour rendre climato-compatibles les trajectoires et les politiques de mise en œuvre des pays, en particulier des pays en développement, des pays les moins avancés, et d'une manière générale, bien évidemment, des pays qui sont vulnérables par rapport à la conséquence des changements climatiques. Je vous remercie et j'espère être resté dans le temps. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Tu as été, comme à tes habitudes, très précis dans le temps, le respect du temps. Tu nous as même fait gagner quelques minutes, presque 2, ce qui est pas mal. En attendant, j'inviterai, si vous permettez, par la suite, le représentant de la Côte d'Ivoire pour partager avec vous et nous tous l'expérience de la Côte d'Ivoire pour la contribution nationale qui a été faite. En attendant que les choses se mettent en place et qu'ils puissent technologiquement être prêts, une petite synthèse des interventions depuis le début de ce side event qui se résumerait en la nécessité d'appuyer vis-à-vis de la mise en œuvre ou même de la préparation, le réajustement des CPDN en CDN ou bien des CDN elles-mêmes, la nécessité d'un renforcement institutionnel, la nécessité d'un soutien financier et aussi d'appui technique divers. Il est important aussi que ces CDN soient suivis et appuyés par les soutiens appropriés. Ça va très bien que dans les négociations, l'aspect finance-climat, transfert technologie, renforcement de capacité sont des éléments essentiels et conditions importantes pour la mise en œuvre des CDN. Il est important aussi de faire aussi ressortir les vulnérabilités et les réajustements appropriés au fur et à mesure de l'élaboration des CDN, tenant compte des contextes de développement économique et des nécessités des évolutions de nos économies ou de notre développement économique vis-à-vis d'une prise d'un engagement ou des engagements vis-à-vis de la lutte contre les changements climatiques, même si on n'est pas historiquement responsable. Maintenant, un petit débat va suivre par la suite, après la présentation d'expériences de pays africains. Je donnerai la parole au représentant de la Côte d'Ivoire pour 3 à 4 minutes, si cela est possible, de s'en tenir à ce timing. Merci. À vous la parole. Ok. Alors donc merci beaucoup à la table de séance pour cette opportunité que vous nous donnez de partager donc notre expérience avec l'ensemble des pays de la zone donc de CEDEAO, SILS et toute la francophonie. Alors nous allons tout faire pour tenir donc dans vos délais de 4 minutes. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, mais les contraintes de temps vont faire que nous allons aller très rapidement et passer sur les points essentiels. Alors, next slide. Donc, pour le rappel des ambitions, je pense qu'on va laisser tomber, puisque les ambitions de la Côte d'Ivoire donc, sont publiées dans nos INC que vous pouvez trouver en ligne. Nous allons donc juste rappeler nous avons 28,25% de réduction d'ici à 2030, donc qui sont basés sur des secteurs précis que sont l'énergie et le transport, qui est donc le premier secteur émetteur. Ensuite, le secteur agriculture couplé à la foresterie. Nous avons perdu vraiment un grand nombre de forêts. Et aussi le dernier point qui est le secteur déchets. Alors, parallèlement à cela également, il y a... Next slide, oui.
Parallèlement à cela, il y a aussi le volet adaptation, parce que nos NDC prennent en compte atténuation et adaptation. Il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est fait pour l'adaptation, parce que nous disons tous que les NDC, il faut réduire les émissions, mais aussi il faut s'adapter. Et cela doit être une priorité pour nous. Il faudrait que nous puissions en parler à chaque fois que nous avons l'occasion de le faire. Alors donc, ensuite, très rapidement, nous allons rentrer... Next slide. Alors très rapidement, nous allons rentrer dans ce que nous sommes en train de faire pour la mise en œuvre des NDC. Et cela repose principalement sur 4 points précis. Alors dans 4 minutes, 4 points, je pense que nous allons pouvoir rester dans le temps. Et sur cette base-là, il faut dire qu'il y a un volet qui est très important, qu'il ne faut pas occulter, c'est d'abord tout ce qui est arrangement institutionnel. Si nous voulons mettre en œuvre nos NDC correctement, il faudrait que nous puissions retoucher en fait nos textes de loi et aussi tout ce que nous avons en termes de dispositifs institutionnels. Cela est très important. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de travailler sur le renforcement. D'abord, le premier point qui concerne... Apparemment, ça ne bouge pas. Donc, le premier point qui concerne donc l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique pour donc définir un cadre national qui va impliquer toutes les parties prenantes sans exception dans le dispositif. Alors, parfait, c'est bon. Alors donc, ce dispositif-là, en 1 minute, c'est qu'il va permettre d'avoir un comité de pilotage qui est présidé directement par le Premier ministre, donc qui a donné son accord pour cela. Et nous sommes en train de travailler sur un secrétariat technique permanent qui est logé au ministère de l'Environnement, qui a donc ce rôle de coordination, surtout ce rôle de coordination, mais pas surtout de mise en œuvre. Donc le rôle de coordination de tout ce qui doit être fait, puisque la mise en œuvre doit être faite par les parties prenantes. Et ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Et donc, les groupes de travail qui seront donc présidés par ces différentes parties prenantes-là, pour l'atténuation, l'adaptation, l'un point qui est aussi très important sur le développement de transfert de technologie et aussi sur la mobilisation des ressources financières, à la fois endogènes comme exogènes. Et en passant rapidement aussi sur ce point, il y a également le renforcement des capacités, qui est un deuxième point aussi très important. Après l'amélioration de la gouvernance, il faut renforcer les capacités de toutes les parties prenantes. Et pour cela, il y a un plan de renforcement, un plan annuel de renforcement de capacités de toutes les parties prenantes qui est élaboré et qui est en train de progresser. L'idée d'abord, c'est d'être allé vers les parties prenantes, de les regrouper, de les sensibiliser et puis de leur dire, bon, qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous besoin pour comprendre le changement climatique et faire face à ce qui vous arrive et que vous ne comprenez pas forcément. Et donc, les parties prenantes ont estimé et donc ont fait venir tout ce qu'il y a en termes de besoins que nous n'avons pas censurés. Nous avons toutes prises en compte, depuis la sensibilisation jusqu'à la formation des logiciels IPCC et même NICE et toutes ces choses pour réaliser les inventaires, afin que ces parties prenantes-là prennent le lead sur tout ce qu'il y a en termes de mise en œuvre de lutte contre les changements climatiques. Il y a également un troisième pilier. Le troisième pilier, qui est aussi l'un des piliers très importants pour nous, c'est tout ce qui permettra de pouvoir identifier et puis formuler des projets structurants. Les NDC, comme nous le savons, pour la plupart, sont définis en termes d'objectifs et d'actions. Mais ces objectifs et ces actions doivent être traduits en termes de projets. Alors, pour nous, c'était donc d'aller vers les parties prenantes que nous avons fait. Nous avons sillonné tous les ministères, ministère par ministère. Nous avons sillonné même le secteur privé, les ONG, les médias et la société civile, même les collectivités territoriales, pour leur dire, bon ben voilà, nous avons écrit nos INC, voici les actions prioritaires. Qu'est-ce que vous avez chez vous qui nous permettrait de mettre en œuvre ces actions prioritaires-là? Ce balayage avait déjà été fait en termes de documents stratégiques, mais ils ont des projets qui existent dans les fins fonds de tiroir et ils ne savent pas vers qui aller pour les financer. Et donc nous sommes allés vers toutes ces structures-là pour collecter à travers une matrice tout un tas de projets. Et cela nous a permis donc actuellement d'être en train de développer 7 projets qui seront soumis bientôt au Fonds vert pour le climat. Alors, il faut dire aussi que ces projets, l'idée c'est surtout de pouvoir traduire nos INDC en un système donc, qui implique tout le monde et chacun en ce qui le concerne dans la mise en œuvre. Il y a enfin le dernier point, qui est un point aussi très important puisque nous sommes appelés à mettre à jour nos INDC, qui est le dispositif de suivi-évaluation. Ça, c'est extrêmement important. Et pour cela, nous avons déjà travaillé sur une architecture globale de MRV pour tout ce qui est activité nationale. Et cette architecture globale-là donc, a été validée et est en cours donc, de mise en œuvre, parce qu'en termes d'architecture et d'infrastructure pour notre système MRV. Et cela permettra surtout de pouvoir réviser nos INDC, peut-être à la hausse ou bien encore garder le statu quo, mais au moins les réviser chaque 5 ans.
en observant donc la trajectoire d'évolution, en faisant une bonne évaluation de ce qui est en train d'être mis en œuvre et de savoir si nous pouvons les faire. Alors, il y a aussi une petite nuance qui est très importante, c'est que au moment où nous étions en train d'écrire nos NDC l'année dernière, en 2015, cela coïncidait avec un carrefour, donc un angle où nous étions en train d'écrire le plan national de développement 2016-2020. Donc, cela fait que nos NDC sont arrimés au PND. Et la révision chaque 5 ans coïncide avec la révision quinquennale du plan national de développement. Donc, 5 ans après la mise en œuvre des INDC, donc 2020, nous allons pouvoir réviser les INDC en tenant compte du plan national quinquennal, donc 2016-2020. Et donc, en termes rapidement de défis et de contraintes, ce que nous avons surtout en difficulté, c'est d'abord la faible priorisation des questions de changement climatique dans nos stratégies nationales. Ça, c'est très important parce que c'est aussi un problème que nous avons. Et pour cela, nous avons réalisé donc des séances de travail avec le ministère du Plan et du Développement pour définir des indicateurs. Et ces indicateurs-là sont très importants. À chaque fois qu'il s'agira de mettre un projet ou un aspect dans le plan national de développement, il faudrait qu'il puisse respecter au moins quelques indicateurs du climat. Et cela, c'est extrêmement important pour permettre que les stratégies nationales puissent vraiment avoir un lien réel avec le climat. Ensuite, il y a un deuxième défi qui est la mobilisation difficile des ressources endogènes. Ah oui, là, ça, c'est vraiment une contrainte. Et pour cela, nous sommes en train de travailler sur la mise en œuvre donc, d'une structure, c'est-à-dire d'un Fonds national climat. Et cela a déjà démarré avec les collectivités territoriales, avec qui nous sommes en train de faire une phase pilote, qui sont engagées depuis l'année dernière, donc fin 2015, à pouvoir mobiliser, donc mettre à part 1% de leur budget annuel pour les questions du climat. Donc c'est déjà un Fonds national du climat qui est déjà en train d'être mis en place et qui va permettre d'être grossi pour avoir un Fonds national climat. Et il y a aussi, donc, le dernier point, c'est surtout le besoin de réaliser des études complémentaires. Oui, parce que pour pouvoir formuler des projets, il y a des études complémentaires qui nous permettent d'argumenter ces projets-là. Et sur cette base, nous sommes en train donc, de réaliser, on va déjà lancer donc, cette cartographie du potentiel des énergies renouvelables de la Côte d'Ivoire. Et cette cartographie nous permettra de savoir un peu, alors, sur toute la cartographie, sur toute la surface de la Côte d'Ivoire, quelles sont les différentes zones dans lesquelles on peut développer tel type d'énergie renouvelable. Cela est très important pour nous. Cela permettra de savoir un peu quelle est, entre griffes, notre force de frappe en matière d'ENR. Et surtout, il y a cette étude aussi sur les paiements pour services environnementaux que nous sommes en train de réaliser avec, dans le cadre de la RED+, qui permettra de pouvoir mobiliser davantage le secteur sur tout ce qu'il y a lieu de faire. Alors, en guise de conclusion, la Côte d'Ivoire donc entend tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements. Et cela passe forcément par une stratégie nationale que nous sommes en train d'élaborer, qui est quasiment en cours de validation. C'est de convertir nos INDC en business plan climat. Alors, il faudrait que nos INDC soient attrayants. Si cela n'est pas attrayant, vous ne pouvez pas avoir qui que ce soit pour travailler avec vous. Donc, ce business plan climat-là nous est vraiment très cher. Et nous sommes en train donc de le convertir en business plan climat qui va permettre de pouvoir surtout impliquer le secteur privé davantage. Parce que le secteur privé ne viendra pas pour dire qu'ils veulent réduire le climat. Ça n'a rien à voir avec leurs affaires. Eux, ils veulent juste faire du profit. Et le profit serait intéressant avec un bon business plan climat qui permettra donc de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc cette mise en œuvre-là s'appuie, comme je le disais, sur des points spécifiques que sont un arrangement institutionnel adéquat, un bon renforcement des capacités. Ensuite, l'identification et la formulation de projets structurants donc, qui vont s'appuyer sur les mécanismes qui existent comme le transfert de technologie et surtout la mobilisation de ressources financières. Alors, je vous remercie. Merci pour cette excellente présentation qui dit long sur l'expérience qui est en train d'être acquise dans le domaine des CDN dans nos pays respectifs, dans l'ensemble des pays de la francophonie. J'invite le représentant du Sénégal aussi pour partager avec nous l'expérience du Sénégal. En attendant qu'il se mette en place, permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à 2 ministres présents dans cette salle. Je citerai son Excellence Al-Mustafa Garba, ministre de l'Environnement et du Développement durable du Niger, ainsi que son Excellence Monsieur Balmou Salifou, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, qui rehausse l'importance et l'intérêt de ce side event par leur présence et leur participation. Madame, vous avez la parole en 3-4 minutes et faites-nous gagner du temps comme vos prédécesseurs. La parole est à vous. Je peux avoir la présentation, s'il vous plaît? En attendant que technologiquement la présentation se mette en place,
Et je sais qu'Arona va faire ça très rapidement. Je dirais qu'on est presque dans les temps. Nous avons pu gagner quelques minutes. Et ceci va permettre à vous, bien sûr, présents dans la salle, d'avoir un peu plus de temps pour les débats, les discussions. C'est ce qui est important dans de telles rencontres. L'important, c'est de susciter un débat, de susciter des échanges et aussi un partage d'expériences et de connaissances pour qu'on puisse aller de l'avant dans la mise en œuvre des contributions nationales déterminées et relever les défis et les enjeux que pose ces CDN par rapport à nos pays. Je crois que tous les pays sont à féliciter par rapport à la bonne volonté qui a été démontrée, éprouvée pour l'obtention de l'accord de Paris. Je pense que la présentation est prête. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de partager avec vous la CPDN du Sénégal. Donc, comme la Côte d'Ivoire, nous avons engagé notre CPDN en 2015. Donc, et là, nous, au niveau du Sénégal, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le PSE. Donc, c'est le programme Sénégal, le plan Sénégal émergent, donc, qui est notre trajectoire de développement socio-économique qui va jusqu'en 2035. Donc, sur la CPDM, nous sommes basés un peu sur les engagements et ce plan-là pour mettre en place ces CPDN. Et notre objectif, c'était de consolider et renforcer les activités avec un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais également, un aspect important pour l'Afrique et le Sénégal, c'est également l'adaptation, prendre en compte ces éléments dans la CPDN. Slide, s'il vous plaît, ou bien je peux prendre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, l'État du Sénégal a défini un cadre de référence pour sa politique économique et sociale à travers le plan Sénégal émergent. Donc, ce plan Sénégal émergent a 3 piliers essentiels. Donc, le premier qui porte sur la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Le deuxième sur le développement du capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et le troisième sur la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Et donc, ce plan Sénégal émergent prend en compte l'ensemble des secteurs du développement économique et social, et souvent avec des secteurs qui sont fortement impactés par le changement climatique. Et nous avons démarré notre CPDN en 2015, comme la plupart des pays, et on a quand même eu une démarche participative avec l'ensemble des acteurs sectoriels, parce que nous avons l'avantage au niveau du Sénégal d'avoir ce qu'on appelle un comité national changement climatique qui regroupe l'ensemble des acteurs, donc l'ensemble des ministères. Et on a mobilisé ce comité pour travailler avec les sectoriels sur ces CPDN. Et actuellement, en 2016, on a également engagé une révision de notre CPDN avec les secteurs. Et là, ce qui est innovant, c'est qu'on est en train d'impliquer les sectoriels vraiment dans la mise en œuvre, mais également dans le suivi. Et il a été mis en place des comités sectoriels de suivi de la CPDN, de révision et de la CPDN pour chaque ministère. Et ces comités sont très bien impliqués. Moi-même, je suis du ministère de l'Agriculture et je représente là le point focal de l'environnement. Donc, vous voyez qu'on commence à travailler ensemble et cette synergie est très importante pour la réussite donc, de ces CPDN-là. Et si vous regardez, dans notre document stratégique, nous avons mis en œuvre un développement sobre en carbone, donc résilient par rapport au climat, donc avec une politique nationale internationale qui est basée sur notre PSE, donc entre 2025 et 2030. Et les engagements, nous avons 5% donc, sur les aspects inconditionnels en 2030, 21% donc, sur les aspects conditionnels en 2030, avec une mise en œuvre qui est évaluée à 21 milliards 500 de dollars, dont les 14 milliards pour l'adaptation. Ça ne marche pas.
Voilà, donc il y a quand même un certain nombre d'obstacles qu'on aimerait partager avec vous, mais également des facteurs clés de succès. Donc parmi les obstacles, nous avons donc, au niveau national des initiatives en cours et des réponses à des situations urgentes. Nous sommes tous face à certains impacts, par exemple la pression démographique et la sécurité alimentaire, la faiblesse de la planification au niveau macroéconomique qui permet d'intégrer une approche à long terme. Au niveau des moyens de mise en œuvre, les ressources humaines qualifiées mais qui sont limitées, donc il y a un besoin de renforcement de capacité donc, à tous les niveaux. Des moyens technologiques qui nécessitent également non seulement des mises à jour, mais également un renforcement de capacité. Je prends l'exemple, par exemple, sur le plan des MRV, nous avons quand même besoin d'un certain nombre de mises à jour de données, donc, qui est important. Et au niveau de l'approche et de la communication, une approche sectorielle qu'on a déjà démarrée, qui est faible, mais qui nécessite la mise en place d'un cadre harmonisé et avec des interventions futures, donc d'un cadre institutionnel. Donc, il y a également des stratégies de communication et d'orientation à mettre en œuvre. On a quand même un certain nombre d'avantages qui peuvent être des clés de succès. C'est qu'au plan institutionnel, nous avons la signature de la Convention cadre, bon, ça c'est des Nations Unies en 1992, l'existence d'un comité national changement climatique qui regroupe pas mal d'acteurs et de sectoriels. Et au plan réglementaire, l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les différents codes sectoriels. Mais je pense qu'il y a nécessité quand même d'appuyer dans la mise en œuvre et les dispositions réglementaires prévues dans la loi du littoral qui prend également en compte cela. Et au niveau national, au niveau stratégique national, il y a ce qu'on appelle le plan national d'action sur la biodiversité, la politique nationale de gestion des zones humides et la nouvelle politique forestière. Prochain slide. Et pour le dispositif de suivi-évaluation, qui est un élément essentiel, surtout pour la mise en œuvre des CDN, donc sous la supervision de la direction de l'environnement et du ministère du développement durable, donc il est nécessaire d'avoir de nouveaux outils. Le COMNAC est la plateforme actuellement qui est mise en œuvre. Il y a besoin quand même de renforcer donc, cette plateforme et de mettre en place un dispositif de suivi au niveau national qui est en cours d'élaboration avec des projets et programmes identifiés dans la CDN. Donc, la mise en place d'un observatoire sur le littoral pour les zones côtières. Vous savez que le Sénégal est une zone côtière avec pas mal d'impact sur le littoral. Et la nécessité d'avoir un centre de gestion de la qualité de l'air qui est déjà existant, mais qui a besoin d'être renforcé donc pour avoir aussi des données, des indicateurs. Et les comités régionaux qui sont mis en place pour aller, vous savez, le changement climatique, c'est du global au local, pour qu'on puisse jusqu'au niveau local, donc avoir avec tous les acteurs ensemble, donc pour le suivi et la mise en œuvre de ces éléments. J'en ai terminé, monsieur, je vous remercie. C'est la conclusion. Merci, madame, vous avez été parfaite. Je vous remercie d'avoir respecté ces délais et nous avoir aidés. On va faire un petit changement, procéder à un petit changement dans le programme, afin qu'il y ait un peu plus de dynamisme dans la salle, etc. Je suggère qu'il y ait l'ouverture des débats pour un quart d'heure, 20 minutes. J'inviterai 2 ou 3 questions pour les panélistes. Pour les panélistes, 2 ou 3 questions pour les panélistes. Ensuite, on enchaînera par la présentation régionale, comme c'est dans le programme. Est-ce qu'il y a un baladeur ou est-ce que il y a un baladeur pour celle ou celui qui veulent prendre la parole pour poser des questions, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps et je pense que nos amis de la CEDEAO, ou bien même ceux qui ont partagé avec nous les expériences, Stéphane qui a présenté les éléments techniques de la CDN, des CDN et de leur enjeu. Monsieur, veuillez vous présenter à la salle et à tout le monde et ensuite, vous avez la parole. Merci.
Merci, Excellence, Messieurs les ministres, Messieurs les panélistes et les représentants de nos organisations sous-régionales. Mon nom, c'est Sani Mahazou, je suis le DG de l'environnement du Niger. Alors, nous connaissons toutes les structures de nos CPDN et de nos CDN. Et il y a un volet important que même dans les notes préliminaires, ça a été évoqué, les questions de renforcement de capacité. Et il nous a été signifié dans la note préliminaire, la CEDEAO est en train de monter un programme de renforcement de capacité des pays membres de la CEDEAO. Certainement, c'est en coopération avec le CIS. Est-ce que nous avons, au niveau de la CEDEAO, déjà le programme d'appui à ces États membres? Nous voulons savoir si ça existe et de nous le faire partager. Merci. Je vous remercie pour cette question qui est claire et précise. Une seconde intervention, nous avons le monsieur qui est tout à fait au fond. Non, au fond, monsieur tout à fait au fond. Ensuite, nous avons monsieur ici. Et nous terminerons. On devrait terminer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas... on voudrait faire l'équilibre des genres. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme qui souhaiterait poser une question après ces deux? Oui, on a une femme là-bas qui serait la quatrième qui posera sa question. Allez-y, monsieur. Merci. Monsieur Kamara Yakouba, directeur général du Fonds de développement de l'électrification du Burkina Faso. Ma question s'adresse au représentant de la Côte d'Ivoire qui a fait une communication tout de suite. C'est sur la question de la cartographie dont il a parlé. Je veux savoir, dans le cadre de la mise en œuvre de la CPDN, est-ce que cette cartographie qui a été entreprise, est-ce que c'est porté au niveau ministériel ou du département ministériel ou c'est une institution à part, ou en tout cas qui a conduit en fait cette cartographie, sur quoi elle porte, et est-ce que dans ce cadre également ils ont bénéficié de financement d'une institution quelconque pour la mise en œuvre de cette cartographie? Je vous remercie. Merci pour votre question. Monsieur ici, s'il vous plaît. Oui. Non. Ah, monsieur ici. Désolé, je m'excuse. On s'excuse, on n'a pas assez de temps. I'm Hans Friedrich, the Director General of the International Organization for Bamboo and Rattan. And I just wanted to remind our members in Africa, of which we have 18, that bamboo is a native species which can help you in your national contributions to climate change as a very fast-growing plant in your reforestation programs. I know bamboo is not considered often as an opportunity or as a solution in Africa, but we believe it's a great opportunity. Thank you. Merci pour ce commentaire et cet appel à considérer un peu plus le bambou dans nos CDN. Madame, vous avez le dernier mot pour poser la dernière question aux panélistes. Ok, bien, merci. Je suis Madame Segda de WEP Burkina, et membre du réseau Climat et Développement et en charge des questions de genre. Je suis également membre de la constituante genre et femmes de la Convention. Alors, ma question, c'est plus de plaidoyer. Je suis bien contente de savoir qu'il y aura donc de la révision pour certaines indices, parce que nous avons analysé et avons trouvé qu'il y avait de très rares mentions des questions de genre et de femmes dans ces indices. Et donc nous souhaitons et nous espérons vraiment, nous appelons les pays à vraiment prendre en compte donc la question de genre dans les indices pour justement arriver à de meilleurs résultats en matière de mise en œuvre. Merci. Merci Madame pour cette intervention et cet appel. Je donnerai aussi la parole, si vous permettez. Il a pris le micro, ça serait pas très gentil de notre part de Merci, ne pas lui je suis remettre. nous, dame du programme de la protection de la biodiversité et du changement climatique en Afrique de l'Ouest, WABIC. Je voudrais demander si
la CEDEAO ne pourrait pas coordonner ces initiatives. Il y a félicitations d'abord à la Côte d'Ivoire et au Sénégal qui poussent le CPDN, mais je me dis qu'il y a les retardateurs et ceux qui ne voient pas assez loin. Et si on pouvait cibler ça au niveau de la coordination sous-régionale de la CEDEAO, on pourrait tirer les pays qui traînent les pas. Merci. Merci pour votre suggestion. En réponse à deux ou trois questions des 5 interventions des participants ou des présents à ce CED20, je pense que les 2 questions concernant la CEDEAO, on va les laisser après la présentation de la CEDEAO. Peut-être que la présentation va répondre directement à ces 2 questions, c'est-à-dire la première relative au programme de renforcement de capacité. Est-ce que le programme d'appui est là, comme ça a été posé par le directeur général de l'environnement du Niger? Et la seconde question qui vient d'être posée concernant la coordination des initiatives au niveau sous-régional. Avant de donner la parole et d'enchaîner sur la dernière présentation de ce side event, j'inviterai le représentant de la Côte d'Ivoire à répondre à la question qui lui a été posée. C'est par le Burkina Faso qui dit qu'il voudrait avoir des informations sur l'application de la cartographie, qui est le porteur ou qui conduit cette activité dans l'élaboration de la CDN de la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole pour répondre en moins d'1 minute, bien sûr. C'est normal, c'est bon. Alors, donc, je vais être très bref, étant donné que c'est juste une seule question, donc on va diviser en 2, 30 secondes. Donc, en ce qui concerne donc, cette cartographie, cette fameuse étude-là, d'abord, il faut dire qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons est une question donc, de coordination et d'implication de toutes les parties prenantes. Alors, pour cette étude-là, il y a avec nous la société d'exploitation et météorologique, là, donc, qui est chargée de tout ce qui est données météorologiques, qui est donc notre point focal GIEC avec l'OMM. Et puis, il y a également donc, le Bureau national d'études techniques et de développement, qui est une entité rattachée à la présidence de la République, qui est à charge donc, de tout ce qui est coordination en termes de projets de développement au niveau national. Il y a également le ministère de l'Environnement et du Développement durable, donc, qui coordonne et qui assure donc, la coordination et la liaison avec toutes les parties prenantes. Et il y a le ministère de l'Énergie et du Pétrole, donc, qui est à charge de tout ce qui est développement des énergies renouvelables. Donc c'est ce ministère-là qui gère aussi tout ce qui est déploiement en termes de l'électricité, donc de tout le domaine, tout ce qui concerne les circuits électriques. Alors rapidement aussi, le deuxième point, c'était sur quoi elle porte. Alors elle permettra de pouvoir définir de façon claire et précise toutes les zones en Côte d'Ivoire où nous pouvons développer des énergies renouvelables. Par exemple, je pourrais dire qu'à l'ouest, on pourra développer, par exemple, des énergies renouvelables avec un certain nombre de capteurs et de données qui existent jusqu'à un certain nombre de mégawatts. On peut dire encore au nord, on pourra développer donc, avec l'éolienne un certain nombre d'énergies jusqu'à un certain nombre de mégawatts. Donc cela nous permettra d'avoir un peu notre vision au niveau national pour savoir qu'est-ce que nous pouvons, jusqu'où nous pouvons aller en matière d'énergie renouvelable pour pouvoir l'intégrer dans notre mix électrique que gère donc le ministère de l'Énergie et du Pétrole. Et donc enfin, est-ce qu'on a bénéficié de financement? Oui, nous sommes en train de discuter. Donc, c'est encore la première partie. Donc, tout ce qui est terme de référence pour cette étude-là a été élaboré donc, sur fonds propres donc, du ministère de l'Environnement. Et aussi, la deuxième partie qui se considérera donc, à mettre en œuvre le recrutement d'une étude. Nous sommes en train de discuter avec la BAD qui est en train de nous appuyer pour pouvoir réaliser cette étude-là. Et également l'Institut national de développement des énergies renouvelables, l'IRENA. Merci. Merci pour votre réponse à la question qui vous a été posée. Sans plus tarder, comme il nous reste 14 minutes avant de clôturer ce side event, je donne la parole à Magatte Kerr pour faire la présentation de l'initiative sous-régionale d'appui au CDN pour les pays membres. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je vais très rapidement, vous excuserez si je vais aller très vite sur la première partie de cette présentation sur le soutien des États. Vous avez 5 minutes seulement. Oui, pour la mise en œuvre des CDN. Donc, je ne vais pas revenir sur le cadre de mise en œuvre.
donc la vue d'ensemble de l'accord. Je vais dire un mot sur les défis et aller directement aux opportunités de soutien des institutions de la sous-région. Donc je pense que on a longuement parlé de cette trajectoire de mise en œuvre de l'accord de Paris avec les différents jalons qui seront posés d'ici 2030 pour les objectifs à long terme. Le processus donc, national de mise en œuvre se résume en 3 étapes, les travaux préparatoires, donc la révision des CDDN, je pense qu'on en a parlé, l'élaboration de plans de mise en œuvre et la mise en œuvre proprement dite. Les 5 domaines de la mise en œuvre, la gouvernance, l'atténuation, l'adaptation, le financement et le MRV. Et donc, pour ce qui concerne les défis, je vais juste dire un mot sur les questions de gouvernance, parce que c'est important avec le besoin de coordination des activités, des processus de prise de décision, la création d'un environnement propice pour l'action, l'engagement des parties prenantes, c'est extrêmement important, la planification à long terme, la prise en compte dans les processus de planification et de budgétisation et surtout la forte volonté politique. Je pense que nos autorités sont là et c'est important de le dire. Alors, j'en viens aux opportunités qui sont offertes par les institutions de la sous-région. D'abord, pour la révision des CDN, en termes d'analyse des tendances d'évolution actuelle et future du climat, je pense que c'est important. La mise à disposition aussi de données agro-hydrométéorologiques pour l'analyse des risques climatiques, mais aussi l'analyse de la vulnérabilité, l'analyse des impacts des changements climatiques sur les systèmes agro-sylvopastoraux. Il y a aussi la prise en compte des options d'adaptation et d'atténuation avec tout ce qui a été fait par les organisations de la sous-région dans ce domaine et le renforcement des capacités, je crois que ça a été dit tout à l'heure, des cadres sur la planification du processus. En matière de gouvernance, je pense qu'un certain nombre de pays ont été formés sur l'intégration du changement climatique dans les politiques nationales et locales. Il y a 7 pays qui ont été formés, 275 cadres. Et il y a un pays, le Niger, qui a été appuyé dans l'intégration du changement climatique au niveau sectoriel, surtout au niveau du secteur de l'élevage. En termes d'adaptation, il y a un certain nombre de capitalisations qui ont été faites sur les bonnes pratiques d'adaptation, qui font synergie, adaptation, atténuation. Et aussi, il y a beaucoup de résultats de projets de terrain sur la gestion durable des terres, mais aussi une démarche de mise à l'échelle de ces bonnes pratiques qui, avec des calculs économiques, donc le retour sur investissement, la prise en compte de la croissance démographique, aussi l'impact macroéconomique que cette mise à l'échelle peut apporter pour les pays. Et aussi l'accentuation de l'action au niveau des populations locales à travers le financement de projets. Dans le domaine de l'atténuation, il y a aussi de la capitalisation sur les solutions sobres en carbone. Il y a quelques 89 bonnes pratiques qui ont été capitalisées, qui peuvent être diffusées. Il y a un portefeuille de projets carbone dans le secteur affolu avec un fort potentiel d'atténuation et qui va être aussi développé, ce portefeuille de projets, dans le cadre de la deuxième phase du projet Alliance mondiale contre le changement climatique. Il y a aussi l'intégration du processus plus, parce que beaucoup de pays aujourd'hui sont en train d'aller dans le processus plus. Et la nouvelle initiative Servir de l'Afrique de l'Ouest va permettre justement à ces pays d'intégrer le processus RED+. Il y a l'accompagnement des pays à travers les projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique de la CEDEAO. En termes de financement, il y a un processus qui est lancé par la CEDEAO pour accélérer le soutien aux pays, pour l'accès au fonds climat, au fonds vert climat, au fonds d'adaptation. Le renforcement aussi de la collaboration avec les partenaires pour le soutien à la mise en œuvre de projets issus des CDN et la coordination des actions de financement. En termes de MRV, surtout la partie atténuation, dans le cadre de projets services, je le disais tantôt, on aura à faire l'établissement des niveaux de référence standardisés pour les écosystèmes agro-sylvopastoraux. Vous savez, c'est important pour réduire surtout les coûts de transactions pour les projets. L'utilisation de modèles issus de données satellitales et de mesures au sol qui va permettre de suivre l'évolution des superficies forestières, l'estimer sur la biomasse sur de grandes superficies, ce qui est aussi un problème, et de calculer et suivre le potentiel de séquestration de carbone, ce qui permettra aussi de pouvoir asseoir des projets RED+ transfrontaliers. Il y a d'autres opportunités, bien sûr, sur label. Et ça, tous ces éléments peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de communication nationale et les rapports biennaux, mais aussi ça permettra un meilleur accès aux mécanismes de
de marché carbone. C'est aussi, comme je l'ai dit tantôt, une opportunité d'accéder au RED+, et une opportunité pour les pays d'établir des niveaux de référence et de renforcer les réseaux techniques et scientifiques. En conclusion, la mise en œuvre des NDC offre donc à nos pays une opportunité de changer fondamentalement d'approche et de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Et l'accord de Paris, dans son article 4, paragraphe 16, nous invite, nous, organisations régionales, à agir conjointement pour être beaucoup plus efficaces dans l'appui qu'on va apporter au pays pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Et c'est donc une occasion de renforcer notre partenariat et de développer et de mettre en œuvre des programmes d'envergure au profit de la sous-région. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez été parfait, merci beaucoup. Puis-je vous retenir un peu? Je pense que vous avez présenté les éléments du programme et répondu un peu à la question posée par le Niger. Est-ce que vous pouvez répondre en moins d'1 minute aux 2 questions qui ont été posées à la CEDEAO, si cela est possible? Juste pour par rapport à cette initiative, bien sûr, pas par rapport à autre chose. Hein. Je pense qu'en termes de renforcement de capacité, on a vu tout ce qui est prévu pour permettre au pays de régler les problèmes des MRV, mais aussi d'accéder au financement fonds verts, financement d'adaptation, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a beaucoup de renforcements de capacités qui sont prévus et qui vont être mis à la disposition des pays. Je ne sais pas, les 2 autres questions, c'était par rapport à, si vous pouvez me rappeler un peu, sur les questions qui ont été posées à la CEDEAO. Mr. Johnson, Monsieur Johnson, vous avez la parole pour répondre. En termes de coordination aussi, en termes de coordination des activités, je pense qu'aussi il y a beaucoup de synergie, surtout entre nos institutions, pour pouvoir coordonner ces activités, permettre aussi à ces pays, ces différents pays, de pouvoir avoir une bonne coordination du processus de mise en œuvre de CDM. Voilà, je pense que c'est... Je vous remercie. Monsieur Johnson, vous avez la parole pour moins d'1 minute, s'il vous plaît. Avant de donner la parole à M. Johnson, représentant de la CEDEAO, la tâche m'incombe d'essayer de faire une petite synthèse de l'ensemble de ces échanges, de ces fructueux débats et fructueuses analyses et aussi interventions. Donc si je peux suggérer les éléments qui ressortent de ce side event portant sur les CDN et pas un autre processus, c'est-à-dire les contributions nationales, il se déclinerait selon les points suivants. Il y a la nécessité de considérer les contextes nationaux et faire des états des lieux par rapport aux vulnérabilités, par rapport aux besoins de chaque pays pour s'inscrire pleinement dans ce processus CDN. À partir de là, il est nécessaire aussi d'affiner les stratégies et la planification pour bien mener les CDN, d'assurer une coordination durable au niveau de la préparation, mais aussi de la mise en œuvre et du suivi d'un dispositif CDN. Il est aussi important, l'autre question qui est importante, qui a été soulevée, c'est la mobilisation des ressources et des moyens de mise en œuvre, essentiellement de moyens financiers, peut-être dans certains cas technologiques et de renforcement de capacité. Le renforcement institutionnel est une question qui revient à chaque fois et le renforcement institutionnel doit être basé non seulement sur l'approche compétence, l'approche connaissance technique, économique et autres, mais aussi une mise en place d'un dispositif institutionnel durable qui pourrait continuer
à suivre les processus de contribution nationale, parce que vous savez très bien que ce processus va aller au moins jusqu'à 2030 pour l'ensemble des pays. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire et essayer de travailler dans une perspective la plus pérenne et la plus, et la plus durable aussi. Ensuite, il y a la mise en œuvre effective de ce que ramènent les CDN, et vous savez tous que les CDN ont toutes deux principales parties, une partie inconditionnelle et une partie conditionnelle. Dans certains cas, on a des CDN qui peuvent être pleinement conditionnels, et là vient la partie où les éléments qui ont été cités relatifs à la mise en œuvre réelle et effective, c'est-à-dire l'aspect ou la partie opérationnelle. Cette mise en œuvre doit être suivie par un suivi-évaluation. Et ce suivi-évaluation, il est fait au niveau national, mais sachez que nos CDN feront l'objet d'un dispositif MRV ou d'un dispositif transparence. Enfin, les CDN, et ça a été cité par Stéphane et autres, et je pense que toutes nos CDN vont prévoir ça, c'est-à-dire s'assurer une mise à jour à ambition progressive chaque 5 années de nos CDN. Ça, c'est un élément très important auquel nos pays devront se préparer dans ce dispositif. Pourquoi? Parce que, comme cité aussi par certains des participants aussi, ceci s'inscrit dans une transition dans les modèles de développement économique de nos pays dans le futur, parce que l'inscription de nos pays ou bien l'engagement de nos pays dans ce processus est quelque chose qui fait appel à la participation de l'ensemble des secteurs, au changement de modèle économique, au changement de certains modèles énergétiques, etc. Donc ce sont ces éléments peut-être qu'on pourrait retenir pour ce side event. Et pour clôturer, si vous permettez, je donne la parole à M. Johnson pour remercier les participants et annoncer la clôture de ce side event. Je vous remercie pour ma part. M. Johnson, vous avez la parole. Yeah, thank you very much, Mr. Moderator. Honorable Ministers, distinguished officials and colleagues, we want to appreciate you so much for your presence for this brief period that you've given to us despite these complicated arrangements in this COP, for us to share our views and our collaborative efforts with you. We are all very aware that the entry into force of this Paris Agreement, earlier than everybody anticipated, has brought together challenges in terms of the way that we were not very much prepared, and then opportunities. We cannot go deeper into it, but I want to assure you that time is not on our side. I want to say ECOWAS Commission and our partner institutions in the region are focused on funds mobilization to ensure that the implementation of our commitments in the NDCs will be a reality. We've already started and have 2 times been able to bring the GCF into the region and the Adaptation Fund to be able to interact directly with member states on issues that are preventing or limiting the member states in accessing this important funding. And we are very hopeful that from what we did this year, shortly the countries will be able to have reality in accessing these funds. There are practical things also in the region to build capacity in relation to the issues raised. We have the ECOWAS Center for Renewable Energy that is promoting renewable energy and energy efficiency that will help also
in implementing the commitments we have in the NDCs. Our collaboration with the regional institutions, SILS, UEMOA, the banks, and the other institutions with the partners is all together mobilizing funds to implement our commitments at the regional level and in the member states. We want to assure you that we will continue to do this collaboration to strengthen the efforts of our member states. I want to thank you once again for your presence and wish you all the best in our bilateral discussions and funds mobilization within this conference. Thank you very much.